Bonjour chers étudiants, bienvenue dans la suite du corrigé de la série de TD sur la mécanique quantique. Donc j'ai déjà traité la première partie qui s'intéresse à la résolution de l'équation de Schrödinger pour une marche de potentiel. Dans la partie 2, je vais traiter la résolution de l'équation de Schrödinger dans le cas d'une barrière de potentiel. Et en particulier, on va traiter le cas de l'effet tunnel, c'est-à-dire si l'énergie de la particule est plus petite que la hauteur de la barrière de potentiel V0. Donc une particule qui arrive vers une barrière de potentiel qui ne possède pas assez d'énergie pour traverser cette barrière, classiquement bien sûr il n'a aucune chance, mais on va voir que quantiquement il va avoir une chance d'escalader cette montagne de passer de l'autre côté sans escalader la montagne, si vous voulez, en termes classiques. Donc, on va étudier la résolution de l'équation de Schrödinger, chercher les fonctions d'onde dans la région 1, 2 et 3 et déterminer le coefficient de transmission de cette barrière de potentiel et montrer ce coefficient, bien sûr, qu'elle n'est pas nulle. Bien. Donc, ça, c'est la première partie. Elle est déjà traitée dans la vidéo précédente. Je passe donc à la deuxième partie. Donc, on considère, voilà la barrière de potentiel considérée. Elle est nulle pour x négatif et x supérieur à a est égal à une constante entre 0 et a. Et cette constante, elle est positive. Elle est même supérieure à, donc cette constante, elle est positive. D'accord? Bien. À partir, donc la particule de masse m arrive du côté des x négatifs avec une énergie inférieure à la hauteur de la barrière. Écrire et résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps dans les trois régions. On va introduire, pour simplifier, les vecteurs d'onde suivantes, K et Q. Vous voyez bien que E est inférieur à V0, donc les deux, ce qui est à l'intérieur de la racine, il est positif. Ensuite, en utilisant les conditions de continuité, en x égale à 0, x égale à a, déterminer le coefficient de transmission de la barrière, et montrer qu'elle est non nulle en particulier. Et comme application, on va calculer ce coefficient dans le cas d'un électron, d'une barrière de hauteur 2 électronvolts, de largeur 1 angstrom. On va calculer le coefficient de cette barrière dans deux cas différents. Dans le cas d'un électron, d'énergie 1 électronvolt de masse ME, et dans le cas d'un proton qui possède la même énergie, mais de masse 2000 fois plus lourd que la masse de l'électron. De l'électron, bien sûr. On va donner la masse du proton, la masse de l'électron et la constante de Planck. Bien. Donc, avec l'exercice précédent et celui-là, je pense que vous pouvez maintenant être capable de résoudre n'importe quelle forme de potentiel. Eh bien, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire une particule qui arrive sur une barrière de potentiel. Dans l'énergie, bien sûr, une marche de potentiel peut être traitée dans deux cas. Si l'énergie de la particule est supérieure à 0 et si l'énergie de la particule est inférieure à V0. Donc là, on va traiter ce cas-là. Et c'est dans ce cas qu'on parle de l'effet tunnel. La particule, normalement, a une énergie plus petite que la hauteur. Donc, une particule classique va retourner, n'a aucune chance de passer. Et on va voir qu'une particule quantique peut passer à l'autre côté de la montagne sans l'escalader. Bien. Donc, voilà, toujours, on écrit d'abord l'équation de Schrödinger, indépendante du temps. Donc, ça, c'est des choses de base. Moi, h bar carré sur 2m, dérivée seconde de phi plus v moins e phi égale à 0. Que devient cette équation dans les régions 1, 2 et 3? Il suffit de remplacer v par sa valeur. Région 1 et 3, v égale à 0. Donc, avec ce signe moins, il va devenir plus ici. Et dans la région 2, donc le signe moins avec, donc si v égale à v0, vous allez avoir v0 moins e. Et donc, ce signe moins va devenir v0 moins e, va avoir ici un signe moins. Donc, voilà la différence fondamentale entre la région 1, 3 et région 2. Faites très attention aussi vous avez un signe moins parce que ce terme est positif. Et là, vous avez un signe plus. Donc, l'équation caractéristique ou bien équation secondaire, ce sera x seconde plus oméga 0 au carré x égale à 0 pour la 1 et 3. Et de la deuxième, ce sera x seconde moins oméga 0 au carré x égale à 0. On va poser k égale à racine carrée de ce terme et q égale à racine carrée de ce terme. Donc, les solutions, ici, bien sûr, avec le signe plus, ce sera une fonction sinusoïdale. Avec le signe moins, ce sera exponentielle R1 moins IK plus exponentielle, K plus exponentielle moins K. D'accord? Donc, dans le cas où x seconde plus oméga carré, ou bien plus k carré, on va dire k carré fois x égale à 0, la solution, c'est sinusoïdale, c'est A1 exponentielle IKX plus BA exponentielle moins IKX.
et ça c'est pour la région A et 3. Si vous avez un signe moins, ça sera plutôt exponentielle kx plus b exponentielle moins kx. D'accord? Donc voilà les solutions. Bien sûr, la fonction d'onde, c'est de la même particule, donc les coefficients A, B1, A1, B1, A2, B2, A3 ne sont pas indépendants, ils sont liés, ils doivent satisfaire les conditions de continuité de la fonction d'onde, de sa dérivée, et aussi le fait que la particule vient de l'infini, et aussi, il faut que la fonction d'onde soit de carré sommable. Bien, d'abord, on va annuler une grandeur, un coefficient par le fait que la particule vient de moins l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'onde réfléchie. Ah, vient de moins l'infini, pardon. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'onde qui vient de plus l'infini. D'accord? Cette onde n'existe pas. D'accord? On va considérer une particule qui vient de plus l'infini, de moins l'infini plutôt. Ça veut dire qu'elle va être soit réfléchie ici, soit transmise. Ensuite, ici, soit réfléchie, soit transmise. Donc, il n'y a pas... Cette onde n'existe pas. Donc, exponentielle moins ikx doit disparaître. Donc, le terme B3 doit être égal à 0. Parce que ça correspond à une onde qui vient de moins l'infini. Ça, c'est une onde qui est transmise, qui se dirige vers plus l'infini. Voilà le premier terme. Ensuite, question 2, on nous demande de déterminer le coefficient de transmission de la barrière. D'abord, par définition, c'est quoi le coefficient de transmission de toute la barrière? Donc, vous avez l'onde incidente qui est A1 exponentielle IKX, l'onde transmise, c'est A3. Donc, vous avez une onde incidente, vous avez une onde transmise. Coefficient de transmission, c'est le module de l'onde transmise divisé par le module de l'onde incidente, multiplié par, bien sûr, le rapport des vecteurs d'onde entre les deux régions. Donc, le coefficient de transmission, ce sera A3 sur A1, le module au carré. Normalement, c'est K3 sur K1, mais K3 égale à K1 égale à K. Donc, vous avez ici un coefficient 1. Donc, pour calculer le coefficient de transmission, il faut être capable d'exprimer A3 en fonction de A1. Et bien sûr, on n'a qu'une seule relation, c'est la relation de continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée dans les différentes régions x égale à 0, x égale à A. Bon, je vais écrire la relation de continuité de psi prime x égale à 0. Donc là, en x égale à 0, ça veut dire phi1 égale à phi2. Si vous remplacez x par 0, vous allez voir A1 plus B1 égale à A2 plus B2. C'est cette relation-là. Ensuite, de sa dérivée, vous allez voir IK facteur de A1 moins B1. Et là, vous allez avoir Q facteur de A2 moins B2. En x égale à 0. C'est cette relation-là. J'appelle relation 4, 5. La même chose, relation de continuité en x égale à A. Vous allez remplacer x par A. Et dans la dérivée, on remplace x par A. Donc, j'ai 4 relations. 4, 5, 6, 7. J'ai combien d'inconnus? J'ai 5. Avec 4 équations et 5 inconnus, on peut exprimer les 4 inconnus en fonction d'une seule. Et c'est ça le but. Je vais essayer d'exprimer A1 en fonction de A3. Et là, vous regardez bien. Ici, je peux exprimer A2 et B2 en fonction de A3. J'ai 2 équations, 2 inconnus. Donc, je peux exprimer A2 et B2 en fonction de A3. Et si j'arrive à exprimer A2 et B2 en fonction de A3, il suffit de remplacer. Donc, là aussi, je peux exprimer A1 en fonction de A2 et A3. Donc, vous voyez, donc ici, 6 et 7 me permettent de déterminer A2 et AB2 en fonction de A3. 4 et 5 me permettent de déterminer A1 en fonction de A2 et A3, donc en fonction de A3. Et donc, je vais déterminer le coefficient de transmission. C'est ça la méthode qu'on va suivre. Donc, pour exprimer A2 et B2 en fonction de A3, on va multiplier celle-là, par exemple, par Q, faire la somme terme à terme. Pour faire disparaître B2, par exemple, je multiplie 4i. Donc là, je vais d'abord exprimer A1 en fonction de A2 et A3. Donc, j'utilise la relation 4 et 5. Je multiplie celle-là par K et je fais la somme. 4 plus 5. Voilà. Donc juste sans les i parce que j'ai déjà simplifié par les i. Ici, on les a laissés. Donc, on va laisser i. On va laisser i. Donc, ik fois 4 plus 5 vous donne cette relation. Ik fois 4 moins 5 vous donne cette relation. Ensuite, je tiens la relation 8 et 9. Et la même chose, vous avez Q fois 6 moins 7 et Q fois 6 plus 7. Je trouve cette relation 8, 9. Normalement, je l'appelle 10, 11 plutôt. 8, 9. 8, 9. Allez-y. Bon, 10, 11. On va dire 10, 11. D'accord? Donc, pour exprimer 8 et 9, donc plutôt 8 et 9
Donc 8 et 9 me permettent de déterminer A2 en fonction de A2 en fonction de A3. Non, 9 et 10 ici. 10 et 11. Bon, ces deux relations. Bref, ces deux relations-là, ces deux relations vont me permettre de déterminer A2 en fonction de A3 et B2 en fonction de A3. Ensuite, il suffit de remplacer dans l'expression 8 A2 par sa valeur, B2 par sa valeur, et je vais déterminer A1 en fonction de A3. Vous voyez, il y a trop de calcul là. Mais si vous avez suivi une méthode correcte, vous n'allez pas trouver de difficultés. Donc voilà les deux équations que j'ai déjà trouvées. Donc à partir de là, je vais déterminer B2 en fonction de A3. Voilà B2, il suffit de dériver ça par 2Q exponentielle moins IKA, ça veut dire multiplié par exponentielle K fois A. Ensuite, A2, B2, là j'exprime B2. Cette relation me permet de déterminer A2. Celle-là me permet de déterminer B2. Voilà. Ensuite, je remplace A2 et B2 dans cette expression-là. Voilà, dans l'expression 8. Dans l'équation 8, voilà, je remplace A2 par sa valeur et B2 par sa valeur. Comme ça, j'ai directement une relation entre A1 et A3. Et voilà, je factorise par A3. Je vous laisse le soin de faire un petit calcul. Et je calcule A3 sur A1. Vous voyez bien que c'est un nombre complexe. Bien, donc jusque-là, c'est juste calcul d'équations, deux équations à deux inconnus. Maintenant, une fois que j'ai exprimé A3 en fonction de A1, je peux calculer le coefficient de transmission. C'est le module de ce vecteur. Bon, le module de exponentielle moins IKA est égal à 1. Le module de 4i fois k, c'est très simple, c'est 4k fois q. Donc, il me reste le module du dénominateur. Donc, je note le dénominateur de celui-là. Donc, je dois l'écrire sous la forme de A plus I fois B. Donc, je vais mettre tout ce qui est IK. Donc, d'abord, donc là, si vous avez I, bien sûr, là, vous avez I. Donc, Q plus IK au carré, c'est Q carré plus 2IK fois Q plus IK au carré, ça veut dire moins K carré. Et la même chose ici, IK au carré, c'est moins K carré, moins 2IK fois Q plus Q carré. Ensuite, je mets IK fois Q en facteur. Hein, IK, ce terme, deux fois, il est là, il est là. Je le mets en facteur, et qu'est-ce qu'il reste? Q carré moins exponentielle moins Q fois A ici, et là exponentielle Q fois A. Ensuite, je laisse le reste, c'est-à-dire Q carré moins Q carré fois exponentielle moins KA, et vous avez la même quantité, Q carré moins Q carré. Très bien. Donc, exponentielle moins x, c'est moins cosinus hyperbolique de x. Oui, peut-être un signe moins. Attendez. Bon, donc là, exponentielle x plus exponentielle moins x, c'est cosinus hyperbolique. Exponentielle x moins exponentielle moins x, c'est sinus hyperbolique. Donc voilà, je l'écris sous la forme a plus i fois b. Donc le module de a plus ib, c'est au carré. Donc ça sera le module de ce vecteur. Donc ça sera a carré plus b carré tout simplement. Donc t, ça sera a carré, ce terme au carré, plus ce terme au carré. Donc voilà, ce sera 4q carré sinus carré plus cos carré. Bon, on peut arrêter ici, mais on peut l'écrire encore sur une forme beaucoup plus simple en posant lambda est égal à q sur kappa, sur k. Donc, je divise le numérateur par 4k carré par 4k carré, k à la puissance 4, et je divise ici par 4k à la puissance 4. Donc, il vous reste 4 lambda carré. K à la puissance 4, il a introduit sur le k carré, il devient k carré, donc ce sera lambda carré moins 1. Et ici, ça vous donne 16, avec 4, 16 sur 4, c'est 4, et lambda carré. Bien. Ensuite, je vais remplacer cos hyperbolique au carré par 1 plus sinus hyperbolique au carré. Et je factorise par sinus hyperbolique au carré. Lambda carré moins 1 au carré plus 4 lambda carré, c'est 1 plus lambda carré au carré. Et voilà la forme finale de son expression. Bon, on me dit de l'écrire sous cette forme, donc je vais quand même arriver à l'écrire sous cette forme. Là, on est presque, il suffit de remplacer lambda par sa valeur. Donc lambda, c'est Q sur K. Je sais que Q, c'est racine carrée de 2m. Vous avez les expressions, hein, vous allez remplacer lambda au carré, voilà lambda au carré, voilà 1 plus lambda au carré. Je remplace chaque terme par sa valeur, voilà, et je trouve en définitive l'expression de t.
Donc voilà, donc l'idée c'est, bon je sais qu'il y a trop de calculs, bon c'est un exercice qu'on a traité en TD et non pas dans un devoir, mais ça peut être aussi une question de devoir, hein. Il suffit d'avoir l'habitude. Donc en fait, d'écrire ces 4 équations, voilà, et puis de placer devant soi quel est le plan à suivre, hein. Donc le plan à suivre c'est, à partir de ces 2 équations, je vais exprimer A2 et B2 en fonction de A3. À partir de ces équations, je vais exprimer A1 en fonction de B2 et A2. Donc, je peux exprimer A1 en fonction de A3. Voilà. Parce que ce qui m'intéresse, c'est A1 sur A3. Très bien. Vous savez, la mécanique quantique, on dit calculer un shut-up. Hein, il faut faire trop de calculs et pas poser trop de questions, hein, comme on disait. Bien, donc voilà le coefficient de transmission, il est donné par cette relation. Maintenant, on va passer aux applications numériques. Je pose V0 égale 2 électronvolts, A égale 1 angstrom, et bien sûr, vous allez trouver un coefficient de transmission de 0,77. Ça veut dire l'électron a 77% de passer à travers une barrière de potentiel de 2 électronvolts, sachant que son énergie elle est déjà donnée dans l'exercice. Voilà, son énergie était de 1 électronvolt. Donc, il va arriver dans une barrière de 2 électronvolts, hein, de 2 électronvolts. Donc, il a quand même 77% de passer à travers cette barrière-là, même si son énergie est plus petite que la hauteur de la barrière. Qu'en est-il dans le cas du proton, qui a toujours la même énergie? Eh bien, pour le proton, du moment que c'est une particule qui est très lourde, vous voyez bien le coefficient de transmission, il est pratiquement nul, il tend vers 0. Donc, il n'a pratiquement aucune chance, lui, de passer. Bon, c'est normal, hein, quelqu'un qui est lourd. Ah, là, on retrouve un peu de la physique classique. Pour quelqu'un qui est lourd, c'est un peu difficile d'escalader une montagne, n'est-ce pas? Bon, c'est juste pour plaisanter. Donc, pour le proton, vous voyez bien que, quantiquement, il a une probabilité pratiquement nulle de passer à travers la barrière de potentiel. Bon, je peux noter aussi, si vous avez une barrière qui est très large, cette probabilité va quand même diminuer. Si Q fois A est très supérieur à 1. Vous avez sinus hyperbolique, c'est exponentielle moins Q fois A va tendre vers 0. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, cosinus hyperbolique, c'est de l'ordre d'exponentielle Q fois A sur 2. Donc, je le remplace dans le coefficient de T et devient... Donc, vous avez Q fois A et donc Q fois A il est très grand devant 1, donc on peut négliger 1. Donc, ce terme va être de l'ordre de 16E, facteur de V0 moins E sur V0 au carré, exponentielle moins Q fois A, ce terme tend vers 0. Et vous voyez bien que le coefficient de transmission va tendre vers 0. C'est normal. Si vous avez une barrière qui est très large, l'électron a peu de chances de traverser quand même cette montagne. Ben là, enfin, je cite 2 applications de cet effet tunnel. Donc, c'est l'explication de la radioactivité alpha. Hein, comme on explique que dans un noyau d'uranium, par exemple, 2 protons plus 2 neutrons vont se réunir pour sortir du noyau. Or, normalement, à l'intérieur du noyau, ils sont soumis à un potentiel nucléaire très fort, mais il arrive quand même à escalader ce potentiel, et ça, on l'explique par l'effet tunnel. Vous avez une deuxième application, bien sûr, de l'effet tunnel, c'est le microscope à effet tunnel. Donc, c'est un microscope qui permet d'étudier la surface. Et vous avez les électrons de la surface, ils ont une probabilité non nulle de quitter la surface, de se déplacer vers l'aiguille du microscope. Et le principe aussi est basé aussi sur l'effet tunnel. Donc, voilà pour cette vidéo-là que j'appelle vraiment les classiques de la mécanique quantique. Tout étudiant qui fait la mécanique quantique doit savoir traiter ces marches de potentiel, les barrières de potentiel et différents types de potentiel. Vous voyez, en général, on écrit l'équation de Schrödinger dans chaque région. On a des équations différentielles. On utilise les raisons physiques pour annuler les coefficients qui sont clairs à annuler. Ensuite, vous avez continuité de la fonction d'onde toujours et continuité de la dérivée dans le cas où le potentiel est fini. Donc voilà, très très bon courage, bonne continuation et à très bientôt.